Bonsoir, chers candidats au baccalauréat de l'enseignement général, session 2020. Comme depuis un moment, nous nous retrouvons pour partager avec vous l'expérience de l'Institut universitaire de la Côte en vous préparant à notre manière pendant cette période de confinement à vos examens qui approchent. Cet après-midi, nous allons faire un cours de géographie. C'est un cours de géographie qui est très orienté et qui profite de l'actualité. Nous sommes tous presque confinés à la maison à cause d'une maladie qu'on a appelée le Covid-19. Le Covid-19 est né en Chine. Et lorsque cette maladie est née en Chine, dans la province de Wuhan, tout le monde a dit, bon, c'est une affaire chinoise. Et on oubliait que, vu la manière dont le monde est devenu interdépendant, on n'a pas imaginé que ce virus devait partir de Wuhan en Chine et se répandre dans le monde. À l'heure où nous parlons, aucun continent n'est épargné. Il y a des pays qui n'ont pas encore détecté un cas. Il y a des pays qui n'ont pas encore eu un mort de cette maladie. Mais la vérité, c'est que le monde entier est concerné. Alors, il se passe que les chercheurs accusent la mondialisation. Et le prétexte que j'ai trouvé pour parler de cette mondialisation-là, c'est cette leçon de votre programme. Généralement, on fait cette leçon après avoir fait les facteurs de développement des systèmes de transport. Lorsqu'on parle de système de transport, on parle de l'avion, on parle du bateau, on parle de la voiture, on parle du train, mais on parle aussi aujourd'hui de l'avion. On parle de plus en plus de satellites, on parle de téléphone. Lorsqu'on a étudié les transports terrestres et fluviaux, on s'est rendu compte que le Sud, c'est-à-dire les pays pauvres, n'avaient pas les mêmes niveaux de système de transport que les pays du Nord. Lorsqu'on a vu les transports maritimes et aériens, on a fait le même constat. Et cela n'empêche pas qu'il y ait cette interdépendance. Certains collègues choisissent dans leur cours de présenter ces contrastes-là. Moi, j'estime que si on a bien fait le cours sur les transports, on a forcément indiqué qu'il y a cette opposition-là entre le Nord riche, développé, qui dispose de grands moyens de transport, et le Sud pauvre, qui a des moyens de transport parfois qui datent de la période coloniale. C'est pourquoi j'ai choisi d'aborder cette leçon sous l'angle de la mondialisation. C'est-à-dire de ce développement rapide et spectaculaire des échanges à travers le globe. J'ai parlé du Covid-19 qui commence en Chine. Si on devait remonter l'origine du Covid-19 au Cameroun, on a vu que des personnes sont descendues d'un avion venant des pays contaminés. Et c'est comme ça, si vous faites le tour du monde, vous allez vous rendre compte que c'est grâce au développement des moyens de transport que cette maladie s'est répandue dans le monde. On a pris le Covid, on aurait pu prendre le foot. Le championnat allemand a repris samedi. Mais tous les amoureux de foot ont regardé ce match. Les stades étaient vides parce que c'est des matchs qui se jouent à huis clos. Mais le monde entier n'a pas raté un seul moment de ces matchs grâce au développement des moyens de transport et au développement des moyens d'échange. C'est pourquoi j'ai décidé donc cet après-midi d'aborder cette leçon sous l'angle de la mondialisation. Parce que aujourd'hui, on s'habille comme les Chinoises, on s'habille comme les Japonaises, on connaît la culture brésilienne, on connaît la culture indienne, on s'intéresse, parfois on connaît New York plus que Douala où nous habitons. Ça, ce sont les conséquences de la mondialisation. Et la mondialisation a été favorisée par le développement spectaculaire des moyens de transport.
ce développement des moyens de transport a entraîné le développement des échanges à l'échelle du globe terrestre. C'est pour ça que les Anglais ont été les premiers à parler de globalization. Certains vont même jusqu'à dire que le monde est devenu un village planétaire. Ce phénomène-là d'interdépendance, d'interconnexion entre toutes les économies mondiales, ce phénomène-là s'appelle la mondialisation. Donc, dans cette leçon, nous allons nous intéresser à quelques éléments. Quels sont les facteurs de la mondialisation? Qu'est-ce qui a entraîné ce développement des échanges à l'échelle du globe? Quelles en sont les caractéristiques? Et nous allons nous intéresser à la place des pays sous-développés. Est-ce que la mondialisation profite à tous les pays du monde? On a déjà vu qu'il y avait une inégalité dans le développement des moyens de transport. Donc, c'est quoi la mondialisation? Beaucoup d'auteurs ont donné des définitions très compliquées. La définition que nous retenons, c'est que la mondialisation, c'est le développement et l'élargissement des échanges à l'échelle du globe. Lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, que ce soit les biens, on peut commander son téléphone et on le reçoit chez soi. On peut commander son téléphone sur Amazon ou sur Alibaba et on vient vous le livrer à la maison. Alibaba se trouve en Chine. Amazon peut se trouver aux États-Unis, mais à travers le monde, mais à la base, c'est aux États-Unis. Les idées, les hommes, les capitaux se déplacent à une vitesse jamais enregistrée à travers le monde. Lorsqu'on parle des biens, les services, lorsque vous appelez votre banquier, vous ne savez même pas si la personne qui vous répond au bout du fil se trouve au Cameroun. Lorsque vous commandez votre livre sur Amazon, on vient vous le livrer. Aujourd'hui, voyager n'est plus un problème. Les hommes se déplacent tellement. Les capitaux, au Cameroun, on a de grandes entreprises qui n'appartiennent pas aux Camerounais. En France, aux États-Unis, en Chine, pareil. C'est le déplacement des capitaux. Ce développement et cet élargissement des échanges à l'échelle du globe s'appelle la mondialisation. Je vous ai dit qu'en quelques mots, nous allons analyser les facteurs de développement ou les facteurs de la mondialisation. Première chose, regardez les moyens de télécommunication et de communication. Aujourd'hui, on parle de l'informatique. Aujourd'hui, on parle de Internet. Aujourd'hui, on parle de satellites. Aujourd'hui, on parle de la télévision. Regardez les trains. Dans certains pays, on parle de trains à grande vitesse. On parle des avions qui peuvent transporter en un seul voyage 450, 500 personnes. Regardez les bateaux. Il y a des bateaux qui peuvent porter 600 conteneurs. Les bateaux maintenant sont équipés de moteurs. Ça réduit les distances, les quantités. Il y a le confort. Ce développement des moyens de transport a donc facilité les échanges à travers le globe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la téléphonie. Aujourd'hui, vous pouvez parler avec quelqu'un qui est au bout du monde en le voyant en face de vous. Ce développement des moyens de télécommunication a donc entraîné ce qu'on appelle la disparition des frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. On n'a pas besoin d'être allé en France pour savoir tout ce qu'on veut sur la France. Vous avez une connexion Internet, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le développement des idées. Les idées se déplacent à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Deuxième facteur, en dehors du développement des moyens de transport, on en parlait tout à l'heure, la libéralisation des échanges.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, les pays développaient ce qu'on appelle le protectionnisme. Ça veut dire qu'on trouvait les moyens de protéger son économie. On augmente les tarifs douaniers, etc. Lorsque vous observez le monde aujourd'hui, il y a un gendarme qu'on appelle l'OMC qui a remplacé le GATT. L'OMC a été créé en 1995 pour remplacer le GATT qui avait été créé en 1944. Organisation mondiale du commerce. Son rôle, c'est de se rassurer que tous les pays membres respectent le libre-échange. Ça veut dire que le Cameroun, à moins qu'il ait des raisons valables, ne peut pas empêcher qu'on importe des marqueurs. Si quelqu'un veut venir vendre des marqueurs au Cameroun et que ces produits respectent les règles de l'OMC, le Cameroun n'a pas le droit de s'y opposer. L'OMC est donc devenu le gendarme du libre-échange. Son rôle, c'est de garantir les échanges à travers le monde. Donc, lorsqu'on regarde cette libéralisation-là, on comprend pourquoi sur votre table le matin, vous pouvez prendre votre petit déjeuner avec des produits dont aucun n'est fabriqué au Cameroun. C'est ça la mondialisation. C'est ça le libre-échange. Il me semble, il y a quelques années, lorsqu'on voulait manger des spaghettis, comme on les appelle, on avait Panzani. Après, on a eu la pasta. Allez sur nos marchés maintenant. Vous allez voir des pâtes alimentaires qui viennent de Malaisie, qui viennent de Singapour, qui viennent de Turquie, qui viennent de Tunisie. C'est cette libéralisation qui a ouvert les frontières et les produits se déplacent, mais à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Troisième facteur, les regroupements. Si vous êtes Nigérian, c'est-à-dire originaire du pays qu'on appelle le Nigeria, vous appartenez à un espace, à un regroupement économique qu'on appelle la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de la CEDEAO n'ont pas besoin de passeport ou de visa pour se déplacer dans cet espace-là. Vos frères et nos frères qui sont en Europe nous disent que dès que tu es dans l'Union européenne, tu es dans ce qu'on appelle l'espace Schengen. L'espace Schengen est un espace dans lequel on circule librement. Quand les hommes circulent librement, cela suppose que les biens également circulent librement, les capitaux circulent librement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces regroupements régionaux et sous-régionaux, on a aboli les barrières douanières, on a aboli les frontières. Lorsque je parle de ces regroupements-là, on parle de l'Union européenne, 27 pays à l'intérieur desquels il n'y a pratiquement pas de frontières. Lorsqu'on parle de ces regroupements, on parle de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, Mexique, Canada, États-Unis. À l'intérieur de cet espace qu'on appelle l'Amérique du Nord, il y a des allègements douaniers, il y a des préférences. Lorsqu'on parle de l'UMA, Union du Maghreb arabe, lorsqu'on parle en Asie, on parle de l'ASEAN. Donc, ces regroupements à l'intérieur desquels les barrières douanières ont été abolies ont contribué grandement au développement des échanges, ou bien, en un mot, à la mondialisation. Quatrième élément, on les appelle soit les firmes transnationales, soit alors les entreprises multinationales. Les multinationales sont des entreprises qui ont une base, un siège social dans un pays, mais qui ont des filiales à travers le monde. Vous savez par exemple que le monde actuel dispose de 82 000 firmes transnationales.
Ça veut dire que si vous prenez Orange, on dit bien Orange Cameroun, parce que Orange Cameroun est une filiale de France Télévisions. Si vous allez dans au moins 30 pays africains, vous allez trouver Orange. Orange est donc ce qu'on appelle une firme transnationale. Et il y a très peu de pays au monde où vous n'allez pas retrouver Google. Il y a très peu de pays au monde où vous n'allez pas retrouver Coca-Cola, ou IBM, ou McDonald's. Ces entreprises, il en existe 82 000 à travers le monde qui ont réussi à créer 815 000 filiales à l'étranger. 815 000 filiales à l'étranger et qui emploient 77 millions de personnes. Je vous donne les chiffres. Ça veut dire que les firmes transnationales ou les entreprises multinationales, il y en a à peu près, peut-être c'est un peu plus, 82 000 à travers le monde, qui ont créé 815 000 filiales et qui emploient 77 millions de personnes. Sur les 77 millions de personnes qui sont employées par ces firmes-là, 60% sont en Europe, 40% sont à travers le monde et 20% sont en Chine. 20% des 40% sont en Chine. Donc, ces entreprises sont tellement puissantes. Si vous prenez une entreprise comme General Motors, une entreprise américaine, son chiffre d'affaires dépasse le budget d'un pays riche qu'on appelle la Pologne. Ça veut dire que ces entreprises sont extrêmement puissantes. Elles influencent les règles du commerce mondial. Elles influencent les États. On ne prend pas de décision sans les associer. On a bien vu que quand le Covid-19 a commencé, ces entreprises multinationales ont commencé à s'afficher. Jack Ma, le milliardaire chinois propriétaire de Alibaba, il a offert, je crois que le Cameroun a reçu quelques tonnes de matériel envoyé par Jack Ma. C'est le patron d'Alibaba, qui est une multinationale. On a vu Bill Gates monter au créneau, le patron de Microsoft. Donc, ces entreprises peuvent influencer les règles de l'OMC, influencer même les décisions des États. Donc, si on devait se résumer, 4 facteurs ont contribué au développement des échanges à travers le monde. Premièrement, le développement spectaculaire des moyens de transport. Deuxièmement, la libéralisation de l'économie. Troisièmement, les regroupements régionaux et sous-régionaux. Quatrièmement, les firmes multinationales. Mais lorsqu'on regarde la mondialisation, on se rend bien compte qu'elle est déséquilibrée. La mondialisation est quelque chose de bien, mais elle est très déséquilibrée. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend les pays qui profitent le plus de la mondialisation, ce sont essentiellement les pays du Nord. Lorsqu'on parle des pays du Nord, on parle de l'Union européenne, on parle des États-Unis, on parle du Japon, etc. Ça, ce sont les pays du Nord qui sont les principaux bénéficiaires de la mondialisation. Pourquoi ils sont les principaux bénéficiaires de la mondialisation? On l'a dit tout à l'heure. Ils ont les moyens de transport les plus développés. Ils ont le potentiel industriel le plus puissant. Ils possèdent les plus grandes bourses du monde. Ils détiennent l'essentiel des capitaux financiers. Ils ont les agricultures les plus productives du monde. Ils disposent de moyens de communication modernes. Ils ont les banques. Ils détiennent l'essentiel des firmes transnationales ou des entreprises multinationales. Et le plus important, ils maîtrisent la technologie. C'est pour ça que ces pays-là, qu'on appelle les pays du Nord, dominent outrageusement les échanges mondiaux. Ce sont ces pays qui s'en sortent le plus dans la mondialisation. Et les pays du Sud sont marginalisés. Lorsqu'on parle des pays du Sud,
on parle de 3/4 de la population mondiale. Pour vous donner une idée, les pays du Sud, c'est quoi? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est l'Afrique. Et ces pays-là possèdent 3/4 de la population mondiale, environ 1/4 des richesses mondiales, mais ne pèsent pas plus de 5% de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, ces pays ont connu un retard technologique qui les met un peu hors de la mondialisation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la mondialisation, on parle de nouvelle division internationale du travail. Nouvelle division internationale du travail. C'est une expression un peu compliquée pour dire que malheureusement, on a l'impression que dans la mondialisation, certains pays ou certaines régions du monde sont spécialisées. Si vous prenez l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique offre dans la mondialisation? Les matières premières. Qu'est-ce que l'Asie offre dans la mondialisation? Les produits de consommation courante. Qu'est-ce que les pays du Nord, l'Europe et autres offrent dans la mondialisation? Ce qu'on appelle les produits à haute valeur ajoutée, la technologie de pointe. Par conséquent, donc, la mondialisation ne profite pas à tout le monde. Si on prend essentiellement les pays sous-développés, on va se rendre compte que ce sont des pays qui ne s'entendent pas. Ils auraient pu, en tant que producteurs de matières premières, s'entendre pour contrôler les prix. Ces pays-là ne sont pas présents dans les grandes instances de décision mondiale. Ces pays-là se laissent, je ne sais pas si c'est volontairement, imposer leur politique par les pays développés. Par conséquent, ce sont des pays où il y a encore la malnutrition, ce sont des pays où il y a encore la corruption, où il n'y a pas de démocratie, où la démographie est galopante. Lorsqu'on prend particulièrement l'Afrique, les experts estiment que malgré son potentiel, l'Afrique ne pèse pas plus de 2% dans le commerce mondial. Parce que l'Afrique vend les matières premières. Qui fixe les prix des matières premières? Les pays du Nord. Est-ce que les pays africains sont capables de s'entendre pour imposer les prix? Non. Par conséquent, donc, ils ne jouent presque pas un rôle important dans la mondialisation. Lorsqu'on regarde le volume des échanges mondiaux aujourd'hui, on se rend compte que la part des matières premières ne fait que diminuer. Aujourd'hui, ce sont les biens de consommation, ce sont les produits manufacturés qui sont les plus échangés. Les matières premières, quand bien même ils sont échangés, ce sont les pays du Nord qui fixent les prix. Le prix du café est fixé à la bourse de Londres. Le prix du cacao est fixé à la bourse de Chicago. Le prix du baril de pétrole est fixé à la bourse de New York. Et ces pays sont victimes de ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Ça veut dire quoi simplement? Si vous prenez un kilo de cacao, le prix du kilo de cacao baisse tous les jours. Alors que si vous prenez un kilo de chocolat qui est fabriqué à base de ce cacao, le prix du chocolat ne fait que augmenter. Ça veut dire que cette différence qu'il y a entre la baisse constante du prix des matières premières et la hausse du prix des produits manufacturés, c'est ça qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange dont l'Afrique est aujourd'hui victime. Alors, lorsqu'on a dit tout ça, est-ce qu'on considère que la mondialisation est essentiellement mauvaise? Non, la mondialisation n'est pas essentiellement mauvaise. C'est pourquoi les pays du Sud, depuis quelques années, formulent quelques revendications qui sont légitimes. On a vu une fois de plus, lorsque le Covid-19 a commencé, on a vu le président français, on a vu quelques autres présidents dire il faut qu'on réfléchisse sur comment aider les pays du Sud. On a vu certains pays africains notamment dire il faut alléger notre dette, il faut supprimer notre dette. On a même vu un débat au Cameroun
dit que non, le FMI va nous aider ou il ne va pas nous aider. Bref, dans cette mondialisation, l'Afrique, par exemple, est le continent qui continue à tendre la main. Pourtant, quelques solutions pourraient permettre de donner un visage humain à la mondialisation. Premièrement, le partenariat. Tel qu'on regarde les relations entre les pays africains et les pays du Nord, on n'a pas l'impression que ce sont des partenaires. On a l'impression que parfois ce sont des papas qui traitent avec leurs enfants. L'Afrique est considérée comme l'enfant dans les relations internationales et dans le commerce international. Les pays africains méritent qu'on supprime leurs dettes. Parce que vous savez que dans le budget du Cameroun, chaque année, près de 500 milliards sont consacrés au paiement de la dette. Si on avait supprimé cette dette-là, évidemment, cet argent pourrait permettre au Cameroun de développer des projets. Parfois, l'aide financière dont bénéficient les pays du Sud n'est pas avantageuse pour ces pays-là. Or, on pourrait trouver des mécanismes pour que l'aide financière, notamment, soit à des conditions plus favorables. Lorsque le Covid-19 a commencé, le premier produit à subir les effets du confinement ou de l'arrêt de l'économie mondiale, c'est le pétrole. On a vu pour la première fois depuis plus de 40 ans, le baril de pétrole chuter à moins de 22 $. Or, lorsqu'on regarde les pays du Sud, exportateurs de pétrole, lorsque vous avez fait votre budget avec un pétrole à 60 $, vous faites votre budget, vous votez votre budget en novembre, votre budget 2020 en novembre 2019 avait un pétrole à 60 $ US. Et que en janvier ou en février, on vous annonce que ce pétrole est à 22 $. Est-ce que vous imaginez quelle quantité de recettes vous venez de perdre? Par conséquent, vous ne pouvez pas réaliser vos objectifs de développement. Donc, il faut trouver un mécanisme pour stabiliser les recettes d'exportation qui sont très fluctuantes. Autre solution qui pourrait permettre au Sud de tirer son épingle du jeu de la mondialisation, transférer les technologies. Le transfert de technologie. Aujourd'hui, les Chinois maîtrisent la technologie 5G, ce qui met les grandes puissances mal à l'aise. C'est ce transfert de technologie, cette délocalisation des entreprises vers la Chine qui a, entre autres facteurs, permis à la Chine d'être la grande puissance qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, d'autres pays devraient copier ce modèle en refusant d'aller tout le temps acheter des machines prêtes à l'emploi, en faisant fabriquer sur place leurs machines ou en formant leurs ingénieurs et en leur donnant les moyens de refaire ça sur place. Il faut aussi respecter les règles commerciales établies parce que beaucoup de pays ne respectent pas les règles. Enfin, il faut que les pays européens arrêtent d'accorder des subventions à leurs agriculteurs. Je prends un exemple simple. Quand tu cultives le coton au Cameroun ou au Burkina Faso, tu dois acheter le champ toi-même. Tu dois acheter les semences. Tu dois acheter les engrais. Tu dois payer les employés qui cultivent ce champ. Et lorsque tu as récolté, tu te retrouves sur le marché avec le producteur de coton de Chicago qui a reçu une subvention de l'État, qui a reçu la garantie que ses produits seront achetés. Évidemment, toi, le cultivateur de coton de l'Afrique, tu ne peux pas être compétitif. Il y a quand même un espoir. Depuis quelques années, les pays européens ont cessé de penser l'économie ou d'imposer leur volonté à travers le monde. Autrefois, lorsqu'il fallait parler de l'économie ou du commerce mondial, on voyait les pays du G7 se réunir, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés du monde. Après, lorsqu'ils ont ajouté la Russie, on parlait désormais du G8. Aujourd'hui, non seulement il y a beaucoup de pays du tiers-monde qui font partie du G20, mais
il y a un nouveau groupe de pays qui s'est créé et qui est en train de jouer un rôle non négligeable dans l'économie mondiale. Ce groupe de pays, on l'a appelé les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est un groupe de pays qui se complètent. Le Brésil est une puissance agricole. La Russie est une puissance énergétique. L'Inde est une puissance technologique. La Chine est ce qu'on appelle l'atelier du monde. Ça veut dire que tout se fabrique en Chine. L'Afrique du Sud est un réservoir de matières premières. Ces pays-là sont en train de bousculer un peu les règles de la mondialisation. À côté d'eux, on a ceux qu'on a déjà appelés les nouveaux pays industrialisés. Certains les ont appelés au départ les 4 dragons d'Asie du Sud, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Corée du Sud. Ces pays-là sont en train de bousculer un peu les règles de la mondialisation. Et puis, à côté, il y a comme une sorte d'opinion mondiale qui s'est formée, qui appelle à ce que la mondialisation ait un visage plus humain. Et je pense que même si les règles qui sont édictées ne sont pas toujours respectées, le Covid-19 est venu montrer qu'il faut repenser la mondialisation. Donc, voilà, chers candidats à l'examen du baccalauréat, voilà résumé pour vous, à ma façon, la leçon sur l'étude comparée des transports et des échanges entre pays développés et pays en voie de développement. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à appeler les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Bonne chance à vous et à très bientôt.